Nous nous retrouvons pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité. Comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Je suis Ouedraogo Adam Scalet, président de ce tribunal. Sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Plus de 170 infrastructures publiques sont en situation de dégradation sur l'ensemble du territoire national à la date du 10 juin 2021. C'est une révélation du ministre porte-parole du gouvernement. Raison évoquée pour ces dégradations, on parle entre autres d'insuffisance du suivi-contrôle des travaux et la mauvaise qualité des matériaux de construction. Alors c'est des révélations qui ont été faites lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Analyse et décryptage des juges dans quelques instants. Nous allons également parler à 2021 avec la décision de l'Arabie Saoudite d'autoriser le grand pèlerinage à seulement 60 000 résidents vaccinés sur ces terres. Voilà en tout cas une décision qui a été prise que nous allons également analyser lors de cette convocation. Et comme vous le savez, nous allons le faire après la première virgule de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner la situation des maires épinglés dans cette affaire de nomadisme politique sur fond de vide juridique et tout. Nous avions reçu ici le député maire de Houndé qui était venu pour répondre après leur conférence de presse. Mais après, chaque localité a aussi ses réalités. Au Rodara et Houndé, il y a des maires intérimaires qui sont nommés. Mais bon, j'en avais fait un avant-propos ici où on ne connaît pas réellement quelles sont leurs fonctions, parce qu'ils ne prennent pas de décisions, ils n'ordonnent pas sur le plan budgétaire, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de conseil municipal, mais il peut tenir des réunions avec les conseils municipaux, mais il ne décide de rien. Donc, c'est quelqu'un qui est chargé d'expédier des affaires, mais qui finalement n'a pas d'affaires effectivement à expédier. Au niveau de Houndé, il y a eu aussi ces échanges épistolaires entre le haut-commissaire et le maire, qui somment au maire de ne plus être de venir dans les locaux. Lui également qui répond, dit bon, il y a un vide juridique qui est là, et donc il ne comprend pas parce que l'affaire également est toujours devant les tribunaux. Je dis ce ne sont pas les seules communes, parce que je pense que c'est 15 communes qui sont concernées dans cette affaire. Ce sont dans les 2 communes qu'il y a des intérimaires, la question des autres reste posée. C'est vrai que dans d'autres localités comme Nagréogo, il y a des mouvements de protestation qui étaient en vue. Certains, même fonctionnaires, avaient été approchés pour leur faire comprendre de faire tout pour faire barrage, parce qu'on veut faire la force en griffe au maire. Donc il y a aussi ces combats-là qui se déroulent en arrière-plan. Donc maintenant ici, la grosse interrogation, c'est que disent nos textes, que disent nos lois par rapport à une telle situation. J'ai toujours posé la question, est-ce que ce sont des délégations spéciales ou ce ne sont pas des délégations spéciales? Parce que s'il ne peut pas prendre d'acte, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement être bloquées dans le fonctionnement normal d'une commune. Parce que le maire n'est pas que maire siégeant à un conseil municipal ordonnant l'exécution d'un budget, mais il y a plusieurs autres activités liées aux pompes funèbres, à un certain nombre de choses et qui va jusqu'au mariage. Il y a ces choses-là aussi qui sont concernées par les fonctions du maire. Alors, est-ce que l'intérimaire peut officier en tant que maire sur ces questions? En tant que maire qui ne décide de rien, donc qui est chargé d'expédier des affaires courantes, mais dont on lui dit il y a un certain nombre de limites à faire. Et puis le risque aussi avec les partenaires de différentes maires. Donc c'est autant d'inquiétudes soulevées par ces maires-là concernés par cette affaire au niveau de ces décisions-là. Donc, et pourquoi les deux, pourquoi pas les autres? Ça, c'est aussi une autre interrogation. Mais nous sommes formels par rapport aux questions de nomadisme politique.
nous avons notre posture là-dessus. Il faut légiférer pour limiter cette affaire-là, parce qu'à la fin, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Mais en même temps, nous plaidons aussi pour le respect des textes qui existent. J'ai dit au Burkina, on a des très beaux textes, mais l'application est sélective. L'application, elle est en même temps, il y a un intérêt, comme si moi ça m'intéresse, on applique. Si ça ne me concerne pas, voilà. Donc, c'est ce jeu avec nos textes-là qui nous rattrape. Et donc, il va falloir également que les uns les autres respectent les textes, surtout que sur certaines communes, la justice a été rendue. Il y a d'autres dossiers encore en justice par rapport à toutes ces choses-là. Donc l'état de droit aussi démocratique va construire petit à petit. Et pour que les populations comprennent les enjeux de la démocratie, il va falloir aussi respecter les textes qui régissent la démocratie de proximité à la base. Tant que ces enjeux-là aussi ne vont pas être respectés, il y a un citoyen qui regarde, après quelqu'un lui explique comment ça fonctionne, il va toujours dire la politique c'est du louvoiement, c'est le non-respect des textes, c'est cela, c'est ceux qui sont, c'est les forces du moment qui dictent les lois, et ça va se déteindre jusqu'à la base. Alors que si c'est correct, la base est aussi obligée de se tenir correct. Ça réduit les incivismes que nous voyons, les civismes grandissants des Burkinabés que nous voyons. Ça va participer aussi de la saine compréhension. Et il y aura un engouement pour la chose politique, parce que les populations, beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas leur préoccupation. Il suffit de regarder les taux de participation, de regarder la qualité de ceux qui votent, et puis savoir tirer les conséquences. Mais si on fait les choses en respectant les normes établies, on participe de l'ancrage démocratique et de la culture démocratique. Et c'est pour cela que nous plaidons pour le respect des textes. Merci, juge Bougma, pour ce plaidoyer. Nous allons écouter à présent ce qui a retenu l'attention du juge Vara pour cette convocation. Oui, ce qui retient mon attention, c'est le retour de Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui, et c'est la question qui cristallise toutes les attentions en terre de Burkina aujourd'hui. Et il y a, comme tous ces préparatifs, ce bouillonnement pour accueillir ce monsieur qui, il y a en gros 10 ans, je ne dirais pas a quitté le pays, mais a été conduit vers la CPI pour raison le concernant, et qui a quitté aujourd'hui revient. Et il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Quel avenir l'homme se réserve, quelle sera sa posture dans une Côte d'Ivoire qui a besoin de réconciliation aujourd'hui, quel sera son discours dans un pays qui a besoin d'apaisement. C'est toute la question aujourd'hui qui se pose, et on est, on va dire, les regards rivés sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et ceux qui resteront fidèles à nos sessions d'information auront l'éclair mot de tout ça, puisque nous avons on a un journaliste qui est notre détaché permanent là-bas, Yamba Kabré, qui nous fera le point de cela. Donc c'est vraiment pour moi le grand moment aujourd'hui pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et puis bon, pour certains amoureux aussi de ce pays-là. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation derrière la caméra qui nous permet en tout cas d'être en direct et en simultané du lundi au vendredi. Premier sujet enrôlé pour cette convocation, on l'a dit, sur les cas de sinistres de bâtiments publics. Le gouvernement dit avoir recensé 170 infrastructures en situation de dégradation. C'était lors du Conseil des ministres d'hier. Des chiffres qui viennent en tout cas comme pour traduire l'ampleur du phénomène. Juge Vara, on a comme l'impression que le drame de Dandé a été le drame de trop, et le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Oui, Dandé, parce que d'abord c'est un bâtiment qui date d'il n'y a pas longtemps, 2014, financé sur transfert de ressources. Nous sommes en 2021, 2014-2021, ça fait 7 ans. Donc, et 7 ans de vie, et puis le bâtiment se fondre dans ces conditions. Quand on regarde, on a l'impression que c'est comme si c'était un vieux bâtiment qui a cédé aux intempéries ou qui a cédé au temps. 7 ans, c'est même l'âge. Ça dit que quand l'infrastructure est construite, l'entreprise est responsable sur 10 ans. Sur 10 ans. L'entreprise est responsable sur 10 ans. Après 10 ans, s'il y a des dégâts, mais jusqu'à 10 ans, il est toujours responsable. Donc, c'est-à-dire que même là, on n'a pas épuisé cette durée-là. Ça n'a pas été effectivement épuisé. Et puis, Dandé aussi, c'est un mort.
il y a un décès et puis il y a eu des blessés. Certains cas graves. Bon, c'est vrai que certains, beaucoup ont récupéré. Et puis il y a aussi des enfants qui ne savent plus ce qui s'est passé. Donc, il y a de toute façon une émission qui va venir sur ça, où notre reporter, celui de Bobo, a fait une immersion à Oundé pour voir après, mais l'enfant qui a été, il y a une des enfants là, qui ne se rend plus, qui ne sait plus ce qui s'est passé. Elle sait qu'il y a eu quelque chose, elle s'est réveillée à l'hôpital, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est revenue, elle a vu son école sans toiture, et puis tous des tablements qui sont fracassés, qui sont cassés, et puis qui sont dans le bâtiment, et puis c'est tout ce qu'elle retient. Mais le reste, elle ne se rappelle pas. Bref. Donc, et puis après Dandé c'était le 24 mai, Koudougou c'était le 25 mai. À Koudougou, maintenant, là-bas, il n'y a pas eu de victimes. Je pense également qu'à Koudiéré, vers Tanguy-Dassouri, il y a aussi eu un cas. Donc, ça commençait à prendre de l'ampleur. Mais en réalité, ce n'était pas les seuls cas. C'est parce que là, effectivement, il y a eu un décès. Donc, l'élément déclencheur, comme vous l'avez dit. Sinon, on est à combien? À une centaine de bâtiments effondrés. Donc, il y a la nécessité de se poser des questions, de poser un diagnostic et de situer les responsabilités. Donc, je pense que vous dites que le gouvernement a pris le taureau par les cornes. C'est le point qui est fait. À la prochaine étape, on attend de voir maintenant par rapport à comment est-ce qu'on situe clairement les responsabilités dans une telle situation. D'accord. Alors, juge Bougma l'a dit, il faut passer à une autre étape. On a aujourd'hui le décompte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des chiffres. On parle de 170 infrastructures concernées qui sont en situation de dégradation. C'est déjà un point de départ. Ça nous permet déjà de comprendre le phénomène et d'avoir une idée en termes de grandeur de façon chiffrée. Oui, on a au moins des chiffres qui sont de l'ordre de l'évaluation faite par le gouvernement. Et quoi qu'en la matière, on peut avoir encore d'autres écoles, d'autres infrastructures qui n'aient pas été prises en compte, cela peut arriver. Mais on a au moins, je veux dire, une dynamique qui est celle du gouvernement, de l'exécutif, de prendre à bras le corps ce problème-là. Je pense que l'affaire Dandé a fini d'exacerber de par la récurrence d'un phénomène. Et je crois que c'est bien pour cela que, pression étant, il y a un exécutif qui décide aussi de d'élaguer mais est-ce que cela pourra se faire une bonne fois pour toutes, ce phénomène-là? Mais à partir du moment où il y a plusieurs explications, ça fait que, peut-être au fil des échanges, on va revenir là-dessus, ça fait que le phénomène ne peut rien d'autre qu'avoir la peau dure. Parce que ça a en son sein aussi certains avatars de notre façon de fonctionner. Et je le dis à plus d'un titre. Je sais que ce soir, je pense que c'est sur le cours de 16h, non? Sur le cours de 16h, il y a un point de presse, justement, sur ce chapitre-là. Et c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs le ministre de la Communication. Donc moi, quand je regarde tout ça, il y a les prémices qui nous sont données. Il y a la question de ces marchés-là qui sont passés. Il y a la question du contrôle qui a été donc indexé. Donc, mais un peu avant, il y a aussi le sérieux des entreprises dans l'exécution, notamment des marchés qui leur sont octroyés. Donc, il y a un peu tout ça qui fait que, bon, quand on regarde, à la fin, c'est pas toutes les infrastructures, mais il y en a qui pêchent par la qualité. Mais le problème, c'est le caractère même criard des choses. Parce que lorsqu'on prend par exemple le cas de Dandé, vous arrivez à Dandé, vous regardez, parce qu'on a fait un reportage notamment avec Joseph Koudougou, mais quand vous regardez la bâtisse, vous vous dites qu'il y a un gros problème. Même quand vous n'êtes pas un puriste, vous voyez les contorsions de matériel mis qui devait tenir un certain nombre d'éléments. Vous dites, même si vous n'êtes pas puriste du domaine, il devrait y avoir quand même un problème. Vous avez des photos d'autres infrastructures, vous regardez les murs qui sont tombés et tout, vous vous dites, il y a sérieusement des problèmes. Donc, qui est complaisant? Parce que quoi qu'on dise, en matière d'exécution de ce type de projet-là, il y a l'entreprise, il y a un contrôleur, et puis
il y a celui qui est le demandeur du projet qui à la fin aussi regarde, quoi qu'on dise d'une façon ou d'une autre. Donc quand vous regardez, c'est qu'à différentes échelles, il y a eu comme des manquements. On ne va pas revenir sur un certain nombre d'éléments, à savoir par exemple les entreprises de bâtiments qui font un certain nombre qui posent un certain nombre de comportements, qui ont un certain nombre de comportements qui ma foi sont des plus comment dire cela, qui peuvent être incriminés au premier chef. Regardez comment quelquefois certains projets sont exécutés. Quand vous-même vous passez sur le chantier, vous vous demandez mais est-ce que ça là, c'est sûr que ça va tenir? Vous n'êtes même pas un petit domaine parce que vous avez peut-être un petit chantier que vous connaissez un peu, donc du coup vous savez un peu lorsqu'on veut mettre un mur, même quand on veut faire une bâtisse qui doit aller à R+ ou quoi que ce soit, vous voyez un peu en termes de fondation comment les choses se font, vous voyez un peu les barres de fer qu'on met dans les bâtiments, dans les bétons et tout, qu'est-ce que ça demande et tout en termes de gabarit et machin. Donc même quand vous n'êtes pas puriste, vous avez un œil qui n'est pas si profane. Et de votre œil, qui n'est pas celui du spécialiste, vous posez des questions. Et après, vous n'êtes pas surpris de ce que ça donne. Vous vous demandez, mais donc il y a eu quelqu'un qui est puriste du domaine, qui a contrôlé ça et qui a dit que c'est bon. Donc ça veut dire quoi? Ben, il y a des arrangements. Et même, il y a un autre problème. C'est lui-même à qui on donne le marché. Le gars, il descend dans des contrats de prix qu'il sait être difficile à tenir juste pour avoir le marché. Pour être le moins 10 ans. Voilà. Et c'est sur quoi il compte? C'est sur le dosage qu'il va faire, les barres de fer qu'il doit payer et tout. C'est-à-dire que c'est sur la qualité que lui fait son économie. Mais il y a un souci. Et puis, on est tous dans ce Burkina là, on est tous donc on voyage un peu, on voit les pays. La plupart des bâtisses qui datent de quoi, 40, 50 ans, des indépendances. Passez, regardez, c'est un coup de peinture que ça demande. À tout casser là, c'est un coup de peinture que ça demande. Maintenant, quand on veut faire un peu on dit on va rénover, et puis chacun veut faire un peu son fric là-dessus. Et pour casser même les murs, il a toutes les difficultés. Mais regardez ce qui s'est fait il y a peut-être 5 ans, 10 ans. Vous passez, vous voyez les murs lézardés, fissurés. Vous vous demandez, mais attends, ceux qu'on construit il y a 60 ans là, c'était un génie spécial, c'est quoi? Non, c'est juste un sérieux. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont y habiter, il y a des gens qui vont y passer, il y a des gens qui vont y travailler. Mais c'est un sérieux qu'on y met, c'est tout. Maintenant, nous sommes quelquefois dans un laxisme coupable avec des complicités dans notre administration. Et c'est ce qui est en train de se passer. Surtout qu'on est dans un dispositif aujourd'hui où on nous dit non, les écoles sous paillotes c'est pas bon, il faut du dur, parce que c'est ça aussi l'école, il faut une infrastructure. Mais si les enfants doivent aller pour mourir, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et puis on ne peut pas continuer dans une réalité burkinabé où le vrai contrôleur, c'est Dame Nature. On attend la prochaine pluie pour savoir si ça va tenir ou pas. Moi, je crois que ça aussi, c'est vraiment grave. Mais le problème, c'est qu'on est coutumier de ces faits. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème qui est un problème de fond. Où il ne s'agira pas seulement de venir dire celui-là, 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 mais il faut se poser la question de savoir comment nous-mêmes on fonctionne. Parce qu'on ne peut pas avoir autant d'infrastructures qui est problème dans un laps de temps de construction aussi short. Ça, je crois que ça nous oblige à une certaine réflexion. Alors, un autre élément, quand on regarde de très près ces chiffres-là, alors sur les 170 infrastructures répertoriées par le gouvernement, on signale que 110 concernent les infrastructures scolaires. Ça interpelle le juge Bougma. Oui, ça interpelle parce que c'est aussi le domaine où il y a beaucoup de construction. Là aussi, il faut le connaître. Parce qu'en dehors de l'éducation, c'est la santé qui suit en termes d'infrastructure. Vous allez dans une localité, vous pouvez ne même pas trouver un autre bâtiment, mais il y a forcément une école. Parfois, il n'y a même pas de CSPS, donc un point de santé. Mais il y a
au moins une école. Donc sur le plan des infrastructures scolaires, il y en a beaucoup, des écoles primaires jusqu'au collège. Donc là, c'est parce que aussi c'est le plus gros effectif de notre administration publique, c'est l'enseignement. Donc qui prend dans une classe où il y a beaucoup d'élèves, 50, 100 élèves, par classe d'abord, je ne parle pas d'école, donc avec parfois des écoles à 3 classes, parfois des écoles à 6 classes et même au-delà. Donc c'est aussi le domaine où il y a beaucoup d'infrastructures, donc beaucoup de bâtiments. Ça c'est la réalité aussi. Mais maintenant, en plus d'être le gros effectif et d'avoir le plus grand nombre d'infrastructures en termes de bâtiments, c'est là aussi où il y a eu beaucoup d'investissements pour les constructions. Maintenant, quand on regarde les dates, ce sont les récentes constructions à partir des ressources transférées par l'État. Parce que ce qui est mis en index, il y a beaucoup de choses. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu le programme des écoles qu'on appelait les écoles japonaises. Des écoles qui ont été construites au Burkina par la coopération japonaise. Les écoles là sont toujours en place, il n'y a pas de problème. L'école, les logements, ça tient. Des entrepreneurs burkinabés ont voulu ruser avec l'argent de la coopération japonaise, mais leur en a pris. Ça a été exécuté dans les règles de l'art. Tout le dosage a été respecté. Et les écoles tiennent. Avant ça, il y a eu d'autres écoles également qui étaient construites, mais qui respectaient aussi les règles de l'art. Je disais à l'émission Triangle qui va passer samedi, où des invités sont venus, et on dit, il y a 30 ans, les écoles étaient à 30 millions. Aujourd'hui, on parle de 25 millions, de 16 millions, 17 millions. Pour construire une école qui se construisait dans le temps où les matériaux étaient encore moins chers à 30 millions. C'est-à-dire que naturellement, il y a un problème de qualité qui se pose. Deuxième niveau, c'est des plans types. Donc, vous dites, il y a le marché, mais voici les plans types de bâtiments à faire. L'entrepreneur arrive, le terrain n'est pas adapté, le sol n'est pas adapté. Mais il est obligé de s'entendre. Donc, non, il a deux choix. Ou il fait et puis assumer après, parce qu'il sait que c'est pas bien, ou il refuse de le faire. À défaut, c'est de demander maintenant des avenants, parce que si le dosage pour la fondation doit être autre chose, mieux que ce qui vous a été servi, en fonction de la qualité du sol, et que vous demandez un avenant qui est refusé, parce que quand c'est comme ça, il faut également revoir le budget. Si au départ c'est 25 millions, alors qu'avec le type de sol, il faut ajouter 5 millions, il faut justifier puis faire des avenants. Maintenant, si celui qui donne le marché dit qu'il n'y a pas d'avenant, vous savez que ce type de sol pour ce type de bâtiment ne tiendra pas longtemps, il y a votre responsabilité, votre image qui s'engage. Ou ils font dans les règles de l'art pour respecter les normes, ou vous, entrepreneurs, vous laissez tomber. Au Burkina, des entrepreneurs qui ne veulent plus ce genre de bâtiment. Ils disent qu'ils ne vont plus. Je connais au moins 2 entreprises qui disent école, ils ne veulent plus. Parce que les conditions posées, vous n'allez pas faire un bon boulot. Ça, c'est à ce niveau-là. Le deuxième niveau de problème, c'est la qualité des matériaux. La dernière fois qu'on avait parlé, après Dandé, j'en avais parlé. Effectivement, mais ça fait froid dans le dos quand vous entendez les propos. Le ciment n'est pas de bonne qualité. Les tôles ne sont pas de bonne qualité. Le fer n'est pas de bonne qualité. Qualité commerciale, qualité normalisée. Et même là, ce ne sont pas de bonne qualité. Donc même nos maisons que nous construisons individuellement, il y a un regard sérieux à faire parce que le matériau n'est pas de bonne qualité. Fer de 6, vous n'en trouverez pas. Vous demandez un fer de 6, le gars vous vend un fer de 4. Vous cherchez, vous n'en trouvez pas. Vous faites avec. Et ça ne tiendra pas. Et à ce niveau, il y a un ministère qui doit faire son travail par rapport à la qualité des matériaux et c'est le ministère du Commerce. Par rapport à ce qui rentre pour être utilisé dans le bâtiment. Mais après cela, il y a aussi le contrôle. Geoffroy en a parlé. Il y a les contrôleurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sur le chantier qui contrôle le dosage du ciment, la qualité du fer, jusqu'à ce que le bâtiment finisse. Mais aujourd'hui, avec les ressources transférées, les maires engagent des consultants indépendants pour faire ce suivi-là.
Conséquence, monsieur à lui seul peut avoir 10 chantiers. Parfois, il ne connaît même pas la route du chantier. Donc, c'est l'entrepreneur qui le cherche pour pouvoir signer, pour avoir son argent et puis continuer. Alors que l'État a des contrôleurs qui ne sont pas utilisés. Ils sont ceux du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et des villes, qui devaient s'assurer que le contrôleur a fait son travail. Donc, la supervision ne sont pas associés. Donc, ces messieurs-là sont payés par le contribuable pour ne rien faire parce qu'il n'est pas exploité. Donc des ministères passent des commandes, des appels d'offres pour la construction d'infrastructures, donc de bâtiments publics. Parce qu'ici les ministères, il y a des pays où les ministères n'ont pas, les ministres n'ont pas droit de faire appel d'offres, ils ne donnent pas de marché. Le Bénin à côté c'est comme ça. Mais ici, un ministère X donne un marché de construction d'une école ou d'un bâtiment. Maintenant, il n'informe pas celui de l'habitat qui va commettre ceux qui vont superviser. Conséquence, ce maillon qui est important là manque. Donc nous sommes dans une telle situation. Mais à l'émission, ils ont été unanimes. On a de très bons textes, les meilleurs de la sous-région. Ils disent presque tous les pays sont passés ici au Burkina pour prendre nos textes. Ce n'est pas appliqué. C'est ce qui reste, ce qu'il y a là. C'est l'application des textes dans le domaine 1.1 trait et puis c'est réglé. Maintenant, par rapport au transfert de ressources, vous transférez de l'argent à une commune. Les maires sont des hommes politiques. Quand le maire prend de l'argent, vous dites de faire une école de 6 classes à tel montant. Lui, il regarde. Pendant sa campagne, il a promis un pont à un village. Il a promis une fontaine à un village. Il regarde comment lui, il peut morceler pour régler ces petites réalisations, pour dire que cette pompe-là, c'était pendant quand j'étais maire. Donc lui, il cherche des résultats. Qu'est-ce qu'il fait souvent? Il grignote dans le budget. Maintenant, celui qui a transféré les ressources doit pouvoir suivre également. Parce que c'est l'argent. Oui, puisqu'il y a même... Justement, parce que c'est quoi? Les textes sont là même jusque quand vous transférez de ressources. Mais ce suivi-là n'est pas fait. Ce qui fait que quand on regarde, ce sont les récentes constructions-là, sur la base des ressources transférées, c'est ça qui coule là. Le contrôle n'est pas fait. Les textes ne sont pas respectés. Alors maintenant, qui doit faire respecter les textes? Puisque personne n'est responsable. Il n'y a que 2 personnes qui restent, le chef de l'État et son chef de gouvernement, le Premier ministre. C'est les 2. Moi, de mon point de vue, c'est eux qui doivent veiller, parce que c'est eux, c'est le président que nous avons élu qui a trouvé un chef de chantier, c'est eux qui doivent s'assumer. D'accord. Alors, comme Bernard Bourma l'a dit, certains Burkinabés estiment qu'après le décompte, on doit aller, on va franchir un autre cap, celui des sanctions, parce que jusque-là, il faut en tout cas des responsables, situer des responsabilités, ne serait-ce que pour le symbole et pour marquer le coup. Oui, c'est le minimum. Moi, j'espère que le point de presse de ce soir, on n'aura pas seulement que des explications qui sont données ou de façon répétée ce qu'on sait déjà, qui nous sera versé au visage. Non, j'espère que ça ne sera pas ça. Le problème, très souvent, sous nos cieux, c'est que lorsqu'il y a un problème, on est beaucoup dans la parlotte. On est dans l'émotion, on ne tire pas les leçons. Mais pour moi, les leçons commencent par nommer qui est responsable de ce qui est arrivé, qui a eu le marché, qui est la structure de contrôle, et puis où est-ce que ça a failli. Maintenant, quand même, on est un État. On ne peut pas concevoir que les personnes citées là, vous allez vous rendre compte peut-être que sur je pense que les 170 infrastructures, il y en a 110 qui concernent les écoles, et puis très souvent les marchés, lorsqu'on commence à attribuer, vous allez voir que dans une zone, c'est pratiquement le même qu'à les marchés. Vous vous retrouvez peut-être dans une situation où le gars il a 20, 30 écoles qui sont concernées par la question de qualité. Mais le problème c'est que le prochain process d'attribution, le monsieur il est encore dans les starting blocks et puis on lui donne encore un autre marché. Alors que sur certaines affaires où il est inquiété, si le mot inquiété même encore sied, où il est cité je dirais, il n'est nullement inquiété. C'est un peu le problème que nous avons. Je crois que
le sérieux de la gestion de ce dossier-là va avec la fixation des responsabilités. Et ça, c'est à tous les niveaux chez nous. On a parlé de la question de Soula, on ne peut pas y revenir. Jusqu'à présent, sans combien de morts, est-ce qu'il y a eu une responsabilité quelconque politique, décisionnelle, qui a été fixée ou quoi que ce soit? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça s'est passé, puis on n'a qu'à circuler comme ça. Hein. C'est comme ça au Faso. Là encore pour les écoles, on va venir s'asseoir, on va faire un point de presse, on va parler, puis on va se lever, on va circuler. Donc, il n'y a pas de responsable. Tant qu'on n'a pas cette culture de fixer des responsabilités, on ne tirera jamais de leçons. Et je crois que c'est ça le problème. Si à chaque fois on va venir s'asseoir et puis répéter les mêmes choses, à quoi cela sert? Si on est des auditeurs oubliés de notre propre histoire, ça ne sert pas. Je crois que pour moi, c'est là où il faut mettre le doigt. Il faut dire qui a fait quoi, fixer la responsabilité, tirer les leçons. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si on va venir donner seulement que des chiffres, expliquer que non, c'est en fait comme ceci, non, moi voilà comment on fait, mais on pense que dans ce cas-là, est-ce que ça a vraiment été fait? Est-ce que... Non. Et puis on connaît nos affaires de non, ça va aller en justice, ça va tourner. Vous n'allez jamais voir le clair mot de tout ça, vous n'allez jamais voir ce qui se passe à la fin. Mais quand quelqu'un est cité dans... Vous regardez la plupart des marchés que le gars il a obtenus, et la moitié, il y a un problème de qualité. Mais pourquoi est-ce que vous continuez de le blacklister? On va continuer. Mais aussi, on ne blackliste pas des amis. On ne blackliste pas des camarades à qui on a fait des faveurs. C'est ça la réalité. Et je pense que Transparency International disait qu'au monde, le milieu le plus corrompu, c'est celui des infrastructures. Donc comprenez que au Burkina, et donc dans la plupart de nos pays où on a quand même un certain laxisme, ce soit la corruption par excellence. Parce que c'est reconnu mondialement que c'est ce secteur-là qui est celui le plus corrompu. Donc, si on est très large, si on est peu sérieux, si on est laxiste, ça sera le milieu de la corruption par excellence. On parle des infrastructures, on parle des écoles. Mais regardez, il y a comme un marché d'infrastructures routières qui ont été données, des bitumes et machin. Vous repassez après, regardez sur le bas-côté, vous vous demandez, mais le goudron, ça a été construit quand? Alors qu'on est né, on a grandi, et puis il y a des goudrons sur lesquels on passe jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas une ride. Ceux qui ont construit là, c'est qui? C'est des sorciers qui sont descendus le faire. Non, ils ont juste respecté les normes qu'ils font en la matière. Quand il y a un copinage qui ne dit pas son nom, quand il y a certaines réalités, on n'a que les résultats qu'on a. Et à continuer de répéter les mêmes erreurs, sauf à être imbécile, on ne peut pas penser avoir un résultat différent. C'est ça la vérité aujourd'hui. Parce qu'au fond, qui paye? C'est nous qui payons pour qu'on nous fasse une infrastructure ou bien qu'on réalise un projet qui est mal fait. Et puis c'est nous qui payons pour subir les conséquences de la mauvaise qualité. Et c'est nous qui payons pour combattre les brèches de la mauvaise qualité. Et après, c'est nous qui allons encore payer pour reprendre l'ouvrage. Mais c'est quoi cette façon de voir les choses? C'est quoi? Je pense que la plupart des nations qui sont sérieuses, qui se respectent, quand on voit, on dit non, vous partez Kenya, vous partez Rwanda et machin. Mais c'est ce sérieux-là qui fait la différence. C'est juste ça, cette rigueur qui fait la différence. Là où il y a du copinage, là où il y a du laisser-aller, là où on pense que l'amitié prédomine sur les exigences de qualité et de sélection, on finit par tomber dans les travers dans lesquels nous sommes. RN15, vous vous rappelez, on a entendu des audios sur la question d'attribution de marché qui avait impliqué un conseiller à la présidence. Après, le marché a été attribué et tout. Je prends un autre exemple, celui des péages. On a vu appel d'offres restreint avec comme contrôleur celui qui, c'est la structure qui a eu, je pense, à mener l'étude, ce qui dans le process n'est pas normal. Donc je veux dire, on se permet certaines choses et après on est surpris de voir comment après on a des résultats peu probants. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Bernard le disait tout à l'heure, on a tous de beaux textes.
Mais le problème, c'est que les textes sont faits en termes d'application pour les autres. Quand ça concerne des amis, bon, on voit, oui, on voit ton dossier, on va voir. Je pense que ça va passer, il n'y a pas de problème. Non, je t'inquiète, je vais gérer ça va passer. Tu vas avoir le marché, c'est pas un problème. Mais il faut penser à moi. Hein. C'est facile, c'est comme ça. Mais quand ça nous concerne, non, c'est un ami là, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est l'autre, attention, hein, tu vois le pays là, les gars là ne sont pas sérieux, hein, ils se partagent le truc entre amis. Mais quand c'est à un autre niveau là, à notre niveau, on trouve ça normal. Je crois aussi que c'est ça notre souci. On n'est pas rigoureux, on n'est pas sérieux. J'espère, et je le dis encore, le point de presse de ce soir, ce que moi j'attends, c'est des noms d'entreprise. Les chiffres là, c'est bien. Mais si vous nous dites par exemple, dans les 110 là, les 110 écoles là, voilà l'entreprise qui revient le plus. Voilà, voilà. Nous aussi, on commence à être regardants. Quand on va regarder le prochain conseil des ministres, et puis avec on ouvre parce que tous les appels d'offres avec les décisions définitives, là, on a une publication. Nous aussi, quand on va regarder que vous avez redonné le marché au gars, là, on va vous dire, ah, vous aussi, vous exagérez. D'accord. Alors, avec ce dossier d'infrastructure de mauvaise qualité, pour beaucoup, c'est un autre défi qu'on transfère à Maître Benouéné Sankara, qui a déjà sous la main une patate chaude, si on peut l'appeler comme ça, l'apurement du passif foncier. Oui, mais c'est vrai que le dossier lui incombe en tant que ministre de l'urbanisme, de l'habitat et des villes. Mais il y a plusieurs responsabilités à situer. Parce que la partie contrôle lui revient. Donc il nous revient également d'ailleurs qu'en 2020, le Premier ministre était obligé de prendre une circulaire pour rappeler aux différents ministères la nécessité de faire appel au ministère de l'urbanisme pour la question de contrôle. Ça n'a pas été respecté. Donc maintenant, quand ça tombe, c'est à eux de situer naturellement les responsabilités. Qui est l'autorité contractante, qui est le commanditaire, qui a demandé à faire l'appel d'offres? Le marché, c'est qui l'a lancé? Est-ce que la procédure normale d'appel a été respectée? La procédure d'attribution a été respectée? Les contrôles ont été réalisés dans les règles de l'art? Est-ce que l'entreprise était qualifiée pour ce type de marché? Parce que c'est ça aussi la question. Si l'entreprise est qualifiée, c'est à quel niveau maintenant le problème s'est posé? Les plans types ne respectaient pas les réalités de terrain. Et qu'a fait l'entreprise ou qu'a dit l'entreprise? Est-ce que cette entreprise était déjà défaillante? Donc c'est en ce moment maintenant qu'on commencera à situer les responsabilités. Sinon, la COP sanctionne des entreprises, suspend certaines, exclut d'autres d'ailleurs de tout ce qui est marché public. Purement et simplement exclu. Et il y en a qui sont, comment on appelle ça? Je dis qu'ils font l'objet de suspension, donc d'une certaine durée, tout et tout. Mais en même temps, que ces entreprises-là sont nombreuses, il y a toujours aussi des brebis galeuses. Maintenant, il y a la patate chaude revient effectivement à ce ministère de pouvoir, parce que c'est ce ministère-là qui a aussi fait les enquêtes. Parce qu'en son sein, il y a des architectes, il y a des urbanistes. Mais ce sont les techniciens de la construction comme ça. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec et tout et tout. Donc, mais c'est à eux maintenant, effectivement, de situer les responsabilités. Donc, ce qu'on pourrait attendre dans un premier temps par rapport à la conférence de presse, c'est aussi de dire tel marché a été attribué par tel ministère à telle entreprise. Mais là, les enquêtes se poursuivent, je dis bien, pour savoir comment, ou bien si c'est bouclé, c'est de dire, les enquêtes ont été bouclées, nous sommes arrivés à tel ou à X ou à Y, comme on appelle ça, conclusion. Parce qu'à l'émission, tous les acteurs également ont été dit qu'il y a des moments où l'entreprise n'est pas fautive. Mais il y a des moments où sa responsabilité aussi est pleinement et entièrement engagée. Parce que aussi il y a son image, et puis c'est elle qui a aussi qualifié effectivement pour faire comment on appelle ça, le travail. Mais j'ai dit, il y a des responsabilités à situer. Et notre problème sur aujourd'hui, c'est le contrôle. Nous sommes dans un système PPP, partenariat public-privé. Si la structure de contrôle
n'est pas efficace, nous aurons des bâtiments qui vont nous coûter cher, des infrastructures qui vont nous coûter cher, et quelques années après, patratas. Et on aura que nos yeux pour pleurer. Mais nous serons obligés de payer. Donc, il y a effectivement cette situation-là à voir clairement. Donc, Benoît hérite d'une patate chaude. Il arrive à un moment donné où effectivement ça coule de partout. Mais je pense aussi que c'est ça. C'est ça aussi là. On est là pour travailler, on est là pour réaliser, comme on appelle ça, pour relever des défis. Et donc je pense que il est très attendu. Donc ça fait aussi une autre deuxième patate chaude entre ses mains. Mais je pense que pour ce qu'il y a, c'est comme je l'ai dit, il faut tout simplement appliquer les textes. Mais par rapport à ce qui s'est passé, situer clairement les responsabilités et sanctionner à la hauteur de ce qui a été. Parce que c'est un précédent dangereux. S'il n'y a pas eu de sanction, ça va être très difficile. La dernière fois, j'évoquais dans le bulletin d'eau où un maire a refusé de réceptionner un bâtiment. Mais ce qui est ahurissant, c'est que les gros bonnets, comme on les appelle, appellent le maire. Il vous dit, mais non, par rapport à l'établissement, là, il faut réceptionner. Il dit, non, je suis désolé. Moi, je suis maire de la localité. Ce sont aussi mes enfants, les enfants de mes cousins, de mes tantes. S'il y a un problème, il faut créer encore une situation d'humanitaire pour régler ça. Je ne peux pas prendre ce risque-là d'exposer la vie des enfants. Je ne réceptionne pas cette classe-là. Mais il a engagé de l'argent. Oui, il a engagé de l'argent, mais je ne vais pas engager la vie des enfants dans cette classe. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme je l'ai dit, on est complaisant avec les textes quand ça nous arrange. Mais c'est ce que je disais d'ailleurs en avant-propos. On a des textes qu'on ne veut pas respecter. Et après, ça nous rattrape. Et on va dépenser encore suffisamment d'argent, d'énergie pour des choses qu'on aurait pu éviter. Et c'est la même chose. Nous sommes effectivement dans un tel contexte, dans une telle situation. Reste à savoir maintenant si Maître Sankara et son équipe pourront effectivement secouer le cocotier jusqu'à un certain niveau, compte tenu aussi du fait des liens qui existent entre ces entrepreneurs-là et le politique. D'accord. Merci, Juge Bougma. Nous aurons quelques minutes pour porter un regard sur le deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Et je le disais, pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas de Hajj pour les pèlerins burkinabés. Covid-19 oblige. L'Arabie Saoudite a décidé de limiter le grand pèlerinage à 60 000 de ses résidents vaccinés. Alors, Juge, on peut dire que c'était un coup dur pour la communauté musulmane. Bon, moi je ne parlerai pas en termes de coup dur. C'est juste une réalité face à laquelle le monde est obligé de s'adapter. En 2019, c'était 2,5 millions de pèlerins accueillis. 2020, c'était 10 000. Si ma mémoire est bonne, c'était 10 000 en termes de calcul fait. Et puis 2021, 60 000. C'est un peu plus intéressant que 2020, mais c'est la même réalité qui oblige à restreindre les choses. C'est la maladie à coronavirus. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incontournable et d'indiscutable. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Même si, à un moment donné, il y avait un débat même au sein de la communauté musulmane sur la question du vaccin, je pense que ça a été tranché avec l'Arabie Saoudite qui a dit clairement, écoutez, faites ce que vous voulez, mais si vous ne vous vaccinez pas, vous ne venez pas. Il y en a qui ont dit non, c'est haram, c'est ceci, c'est cela, mais là, ils ont coupé court au débat. Mais aujourd'hui, voilà que, bon, pour être plus prudent, ils ont préféré que ce soit les résidents seuls, âgés de 18 à 65 ans, et qui n'ont pas de maladies graves, qui aussi, dans la sélection de 60 000, pourraient donc accéder à ce pilier-là et l'observer. J'ai dit, c'est encore la question de la réalité, parce que n'oublions pas aussi que la question du Hajj n'est pas que religieux, il y a des retombées économiques qui sont très énormes, et donc si l'Arabie Saoudite s'oblige à supporter ce manque à gagner là, il faut comprendre que c'est à son corps défendant. Maintenant, c'est espérer que petit à petit, avec les vaccins, les campagnes qu'il y a dans les différents pays, que petit à petit, les choses reviennent à la normale et que les fidèles musulmans qui ont envie de faire ce que les prescriptions disent, puissent le faire le plus aisément possible. Mais pour l'heure, c'est pour moi des précautions qui se comprennent. Il y
y a Dieu, mais même dans la façon de lui rendre tout ce qu'il nous demande, il y a aussi le minimum de prudence que lui aussi nous inculque et nous demande. Donc je crois que ça n'est qu'une logique en fait. Vous l'avez dit, il y a plusieurs implications. Il y a l'aspect spirituel. Le Hajj, c'est quand même le 5e pilier de l'islam. Alors il y a aussi l'aspect économique, le juge va l'évoquer. Et au plan local, on a des agences qui ne vivent justement que de ce rendez-vous annuel là. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement pour leur permettre de franchir, je dirais, ce cap-là, ces difficultés? Quel travail? Non, puisque c'est du business. C'est le business du Hajj, de ce cheminement religieux et spirituel, parce que c'est deux choses différentes. Religieux et spirituel, c'est deux choses différentes. Donc, c'est une démarche de foi. Maintenant, à côté, il y en a qui ont installé du business pour accompagner. Donc, s'il n'y en a pas, bon, ça va prendre un coup. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que l'État peut faire dans une telle situation. Vous avez monté une entreprise dans un domaine, ça ne marche pas. Bon, la capacité peut-être... En général, ces agences-là font aussi autre chose. Ce n'est pas qu'ils ne vivent pas... Les patrons de ces agences ne vivent pas eux tous. Il y a peut-être certains qui vivent de ça, mais ils ont d'autres choses à côté avec lesquelles ils se débrouillent. Donc il y a cette réalité qui est là. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait sourire. Parce qu'ici, les jeunes avaient dit qu'il n'y avait pas la maladie, c'est faux. C'était une invention. C'est faux. Et que les uns et les autres mentent. Sont allés menacer même les responsables de la communauté musulmane. Pour l'ouverture des mosquées. Et ont même donné des délais pour ouvrir les mosquées. Sinon, vous allez savoir de quel bois nous chauffons ici. On l'a vu ici. Cette défiance, et puis la FAIB avait dit que ce sont des jeunes des indisciplinés qu'elle va sanctionner. Bon, la suite, on la connaît. Donc, sous cette pression, les mosquées se sont rouvertes, les prières ont repris. Et quand le gouvernement est sorti pour dire que vous êtes responsable des membres de la communauté, parce que c'est vous qui avez exigé, donc c'est quelque chose que vous avez assumé, on a vu tout ce bouclier qui a été levé contre le ministre porte-parole du gouvernement à son temps, Rémi Denguinou. On veut que vous ouvriez, mais on ne veut pas être responsable s'il y a quelque chose dans la mosquée. Donc vous rassemblez des gens, mais vous refusez d'être leur responsable. Donc on a aussi vu comment est-ce que les choses se sont passées, et puis après comment ça s'est terminé. Mais bref, on n'est pas à une telle situation. Donc ceux qui disaient que c'est faux, que la maladie n'existe pas, que c'est juste une pression qui a été mise par des cafres, il faut aller dire ça au roi de l'Arabie Saoudite maintenant. Il faut manifester à Ouagadougou pour que le roi de l'Arabie Saoudite sache qu'il n'a pas le monopole de la religion islamique et qu'il n'a pas le monopole du pèlerinage et qu'il manque que la maladie n'existe pas et qu'il ne faut pas se vacciner pour entrer. Il y a une réalité aussi à voir. Il y a une maladie qui est là et dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des cas d'épidémie et ces cas ont été traités avec à peu près les mêmes conditions. Isolement de ceux qui ont été infectés, traitement ou parfois mis à l'écart. Quand vous étiez lépreux dans l'ancien temps, vous étiez mis à l'écart pour éviter de contaminer les autres. D'ailleurs, on disait que c'est une maladie des pécheurs. C'est parce que vous avez péché. Quand le sida a commencé, c'était comme ça aussi. Des gens avaient été isolés, stigmatisés à souhait, parce qu'on dit que c'était la débauche, c'est parce qu'il a péché ou elle a péché qu'elle a ça. Des gens ont pris leurs parents, aller déposer dans des centres de santé la nuit et puis d'étaler laisser. Il faut demander aux structures d'accueil qui s'étaient organisées les toutes premières fois pour accueillir ces personnes et puis essayer de donner un minimum de soins, voire. Ces choses-là, on les a vécues. Mais en même temps, toute société où il y a eu ces cas aussi ont développé des formes de protection. Donc, coronavirus, c'est cache-nez, plus gants, plus gel hydroalcoolique, plus, je ne sais pas, moi, j'ai un vaccin. Dans le temps aussi, il y en a. Vous lisez les saintes écritures, Deutéronome ou bien Exode, les conditions pour ceux qui sont contaminés. Même le cache-nez, ce n'est pas nouveau. Vous disait de couvrir la bouche et le nez. D'observer une certaine distance avec les autres. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Mais comme on est dans le sensationnel, on n'est même pas ancré dans sa religion, on est beaucoup plus sur le sensationnel et beaucoup enclin à dénoncer le comportement de l'autorité temporelle, à dénoncer le comportement de l'autorité religieuse, plutôt que de s'interroger soi-même et de connaître fondamentalement sa religion. Et on est
également plutôt enclin à dénoncer les faiblesses de l'autre religion. Conséquence, on parle même de ce qu'on ne sait pas. Maladie vraie ou pas vraie, pression pour ouvrir mosquée ou pas, l'Arabie Saoudite dit il n'y a pas de pèlerinage. Ça nous ramène sur terre qu'il y a une réalité qui est là. Même si ici, on a eu la clémence de Dieu par rapport à cette... comment on appelle ça, par rapport à la maladie à coronavirus, ça ne veut pas dire que ça ne se vit pas ailleurs. Et si je dis cette réalité nous rattrape, il va falloir aussi qu'on soit plus réaliste, parce que ce pilier-là, qui est très important pour la religion, s'accomplit dans un pays dont les autorités également disent, c'est vrai, vous venez pour accomplir un pilier, pour être en phase avec Dieu, mais nous, notre responsabilité, c'est de protéger nos populations. Et c'est ce message-là que l'Arabie Saoudite a envoyé. D'accord. Alors, c'est vrai que cette année, avec justement les promesses du nouveau vaccin, on espérait en tout cas avoir le Hajj cette année, mais quand on voit aujourd'hui la décision qui a été prise, est-ce qu'on peut dire que c'est un doute exprimé vis-à-vis de cette solution palliative-là qu'est le vaccin? Non, je ne crois pas, bien au contraire, puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez même pas faire partie des 60 000. Même les résidents. Okay. Voilà. Si vous êtes résident et que vous n'êtes pas vacciné, c'est même pas possible. Même que vous ayez entre 18 et 65 ans et que vous vous portiez bien, si vous n'êtes pas vacciné, c'est pas possible. Donc là, l'Arabie Saoudite a tranché. Il n'y a pas de discours là-dessus. Et puis bon, je pense qu'avant, ils tentaient de voir s'il y avait des possibilités de faire venir des non-résidents et tout, permettre dans certaines proportions. Mais après, ils ont compris que c'était pas possible. Donc pour moi, la question de la solution même, le vaccin, tout le monde y a confiance aujourd'hui. Maintenant, la confiance aussi pour moi se traduit aussi par la ruée vers les vaccins. AstraZeneca par exemple, quand vous prenez la rupture avec l'Union européenne et les pressions qu'il y avait à un moment donné, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à faire sortir dans les délais ce qu'ils promettaient à leurs demandeurs. Donc ça veut dire que la pression est forte en termes de demande, donc ça veut dire que la confiance y est. Maintenant, bon, je prenais en avant-propos ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la question de contamination de certains vaccins, où on parle de Johnson & Johnson, J&J, qui aurait été contaminé parce que c'est la même firme qui fabrique aussi AstraZeneca, 2 millions de doses en gros qui devraient être écartées. Donc ça, c'est des épiphénomènes aussi qui arrivent et tout, mais n'empêche que il y a toujours cette confiance vis-à-vis du vaccin. Maintenant, je dis encore quelque chose. Il y a l'aspect religieux pur et dur en termes de piliers à respecter ou de principes musulmans, mais il y a l'aspect business. N'oublions pas que pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, ce tourisme religieux, donc l'année Hajj et Umrah, c'est la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. Il ne faut pas, on va se leurrer, c'est 40 milliards de dollars en 2015. Donc c'est religion et business. Il ne faut pas, on va se leurrer. La preuve, la vieille ville, il n'y a que des grands immeubles qui sont en train de pousser, c'est des hôtels luxueux, c'est ça aussi. Il y a du religieux et il y a du business. Maintenant, quand un pays comme l'Arabie Saoudite décide pour cette année de se passer de cette manne qui est très importante, j'ai dit deuxième source de revenus, le tourisme religieux. Pour ce pays-là, ça veut dire que c'est l'obligation de la prudence vis-à-vis d'une menace. Et puis n'oublions pas aussi, l'Arabie Saoudite, c'est 7500 morts, si je ne me trompe pas, de Covid. Donc ils ont raison d'être un peu prudents quand même. Et maintenant, c'est la question de la raison. Et même pour moi, la religion ne va pas sans raison. Merci, messieurs les juges. Qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso et les dernières restrictions de l'Arabie Saoudite concernant le Hajj 2021. Voici les deux sujets qui ont été enrôlés pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Comme je le disais, merci pour les différentes clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.